J'interroge la technique. Est-ce qu'on peut être mis en relation avec Olivier Véran? Ça y est, parfait. La technique est parfaite. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je sais que tu avais une rencontre obligatoire, je crois, au Conseil régional. Oui, Et tu n'as pas pu être avec nous alors que tu aurais aimé l'être. En tout oui. cas, tu as répondu favorablement à notre invitation et nous allons pouvoir avoir le plaisir de t'entendre puis de te questionner sur ces réformes essentielles qui intéressent au plus haut point les CHU. Nous avons besoin de retrouver de la dynamique, du dynamisme pour financer l'investissement, l'innovation et la recherche. Alors, quelles sont ces propositions que tu nous fais? Bonjour. Donc effectivement, je m'excuse de ne pas être avec vous à Toulouse. Figurez-vous que j'avais la commission enseignement supérieur ce matin à la région à Lyon et la commission santé cet après-midi. Et nous votons actuellement le budget, donc il était indispensable que je reste à Lyon. Néanmoins, j'ai suivi l'intervention précédente et je suis ravi de pouvoir débattre avec vous. C'est un peu de la télémédecine qu'on est en train de faire, signe que ça fonctionne bien. Écoutez, j'ai remis un rapport d'étape avec le comité que j'ai l'honneur de piloter à la ministre de la Santé qui s'est efforcée de faire des propositions en matière de réforme du financement de l'hôpital. D'abord de conduire une réflexion générale sur la tarification à l'activité avec ses atouts, ses inconvénients, je ne reviens pas là-dessus. Nous avons également émis quelques propositions de réforme de financement. Dans le référentiel T2A, il y avait urgence pour préparer le dernier PLFSS du quinquennat en matière de soins critiques, en matière de SSR, de soins palliatifs également. Si vous avez lu le rapport ou une partie, excusez-moi, la lumière s'est éteinte. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hop. Je ne sais pas si vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien, très bien. Donc, je disais, nous avons également soumis quelques propositions, toujours avec un souci de la simplicité, simplicité dans le recueil des données et des informations, simplicité dans les modulations de contrôle. Nous avons évidemment tenu compte de l'arrivée des GHT et de l'impact que cela pourrait avoir en matière de financement. Et puis, il y a dans ce rapport d'étape un gros volet ambulatoire sur lequel on m'a proposé d'insister en particulier aujourd'hui avec vous, sachant que le comité continue de travailler, que nous avançons bien. J'étais hier et avant-hier à Paris pour des auditions portant sur le financement de la recherche, sujet qui vous intéresse, et également sujet de l'innovation, et que nous continuerons à travailler ces questions au cours des semaines à venir. Euh, que vous dire? Dans les constats que nous avons faits, tout d'abord sur la question du virage ambulatoire. Le constat que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, le virage ambulatoire, tout le monde considère que c'est plutôt une bonne idée, mais que dans les faits, c'est au mieux un vœu pieux, au pire un slogan. Je suis volontairement un peu provoque, mais si vous voulez, quand on regarde les chiffres, ils sont les suivants. L'activité de médecine de ville s'est réduite de l'ordre de 15% au cours des 8 dernières années. Et pendant ce temps-là, en médecine, donc de médecine générale de premier recours, et pendant cet intervalle, le nombre d'actes et de soins externes à l'hôpital ont augmenté de 2 millions d'actes, ce qui ne compense pas la baisse de médecine de ville, mais ce qui atteste bien du fait qu'il y a une dynamique hospitalière et plutôt une diminution de l'activité de soins dans le secteur libéral. On explique cela évidemment par des tensions démographiques sur un certain nombre de spécialités et en premier lieu sur la médecine générale, mais il n'empêche que vous avez d'un côté une forme de procès en hospitalocentrisme qui est réitéré vis-à-vis de l'hôpital, et en même temps, alors qu'on parle de virage ambulatoire, une diminution de l'activité de médecine de ville. Pourquoi c'est important? Parce que en pratique, dans beaucoup de territoires français où nous connaissons la pénurie médicale et paramédicale libérale, l'hôpital finalement est à la fois le seul plateau technique, mais parfois le seul offreur de soins spécialisés, quand ce ne sont pas des soins primaires un peu spécialisés, à 100 ou 150 km à la ronde. Quand vous avez deux hôpitaux distants d'une centaine de kilomètres et qu'au milieu vous n'avez pas de ressources médicales et paramédicales, vous avez des gens qui sont atteints de maladies chroniques. Ces gens-là, ils ont besoin d'être soignés. Donc l'hôpital ne peut pas s'excuser d'être le seul à même de lui apporter des soins de qualité. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas mettre le paquet pour développer la médecine de ville, mais je considère qu'il y a encore quelques années devant nous avant que la ressource médicale et paramédicale s'implante dans nos villes et nos campagnes et que nous puissions différer un certain nombre d'actes, en tout cas déléguer un certain nombre d'actes aujourd'hui émanant de l'hôpital vers la ville. Du coup, je fais le constat aussi
que l'hôpital, qui a une vocation à participer à ce virage ambulatoire, qui doit lui-même réaliser son propre virage ambulatoire, est soumis aujourd'hui à des contraintes qui le gênent dans ce développement. Tout d'abord, la circulaire frontière que chacun dans la salle connaît, que je connais particulièrement pour avoir mis au point un hôpital de jour de neurologie au CHU de Grenoble. Cette circulaire frontière extrêmement rigide, qui ne détermine pas des cadres particuliers, mais qui donne des règles qui sont soumises à discussion et d'un territoire à l'autre, d'une région à l'autre. Les contrôles assurance maladie peuvent interpréter cette circulaire de façon extrêmement variable. Ensuite, le constat d'un sous-financement des consultations et des actes externes à l'hôpital. L'hôpital ne participe pas à la négociation conventionnelle, n'est donc pas signataire des conventions qui déterminent le niveau de rémunération des consultations. Et en plus, lorsque vous faites des consultations à l'hôpital, vous ne bénéficiez pas des rémunérations forfaitaires qui s'ajoutent aux 23 € classiques. Enfin, rien n'est fait aujourd'hui pour permettre l'organisation pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle en milieu hospitalier. Rien, hormis quelques exceptions, notamment le cas de la cancéro. Enfin, quand on regarde autour de nous, chez les pays environnants, notamment européens, nous sommes au balbutiement du développement des métiers d'infirmiers cliniciens, alors qu'on se rend bien compte qu'on en a un besoin important. Et puis quand vous travaillez à l'hôpital et que vous voulez embaucher une psychologue clinicienne, par exemple, pour faire de l'accompagnement patient atteint de maladies chroniques, c'est extrêmement compliqué de le faire financer puisque ça ne génère pas d'actes, donc c'est considéré comme une dépense prise sur l'Ondam. Donc c'est pour cela que nous avons fait plusieurs propositions et que vous allez voir que j'amène ce raisonnement parce que c'est aussi ce qui sous-tend notre réflexion dans le cadre de la poursuite des travaux du comité. Tout d'abord, booster les HDJ. Je crois que c'est indispensable. Je suis allé dans plusieurs territoires, aux HCL, en région Hauts-de-France ou ailleurs, où systématiquement, directeurs et PCME me disaient on est bloqué dans le développement des HDJ, la circulaire frontière est tellement rigide qu'on n'y arrive pas, on n'ose pas développer des hôpitaux de jour en médecine, les écoles du dos se sont effondrées parce que les règles étaient trop complexes, la prise en charge des complications du diabète ne peut pas se faire à l'hôpital parce que c'est pas assez financé, parce qu'il y a des contrôles, et finalement on se retrouve parfois à admettre des patients en MCO avec des nuitées, parce que là au moins on sait qu'on sera tranquille, qu'on pourra mettre en place des protocoles thérapeutiques, faire de l'éducation thérapeutique, on ne sera pas contrôlé. Si on le fait en acte externe, ça va nous coûter de l'argent puisqu'on sera payé qu'une consultation, et si on le fait en HDJ, on est sûr d'avoir un contrôle, et si on n'a pas le bon nombre d'actes et de plateaux techniques, on se fait recaler. Donc ça, je pense qu'il était absolument indispensable, il est absolument indispensable d'avancer. Il y a une mission IGAS en parallèle de notre comité qui a émis un certain nombre de propositions, et dans le cadre du PLFSS, moi je me réjouis que des propositions aient été reprises noir sur blanc. Notamment, l'idée c'est de tendre vers une forme de rescrit tarifaire. Il n'est pas normal, moi dans ma pratique, quand j'ai monté l'hôpital de jour de neurologie, j'avais interpellé la caisse d'assurance maladie de mon territoire via le DIM de l'hôpital pour essayer de définir un thésaurus de prise en charge qui ne serait pas suspecte en cas de contrôle T2A. On m'avait répondu que c'était totalement impossible. Et de fait, ce qui était possible chez moi ne l'était pas dans d'autres territoires, dans d'autres régions. Donc l'idée d'avoir un rescrit tarifaire, l'idée de se dire on va définir non pas un thésaurus total d'actes, mais pouvoir interpeller l'assurance maladie qui devra se déterminer par avance et ne pas faire de contrôle a posteriori sur ces dossiers-là, je pense que c'est une notion qui est importante. Et puis il faut simplifier la circulaire frontière, simplifier la lecture de cette circulaire. Dans certains territoires, on considère que 2 plateaux techniques ne peuvent pas être sur le même hôpital, alors que dans beaucoup d'autres hôpitaux, de plateaux techniques, ce sont 2 services différents. Donc il faut modifier un certain nombre de mots de cette circulaire, et c'est en cours. Deuxième grand cadre de proposition, développer les prises en charge pluriprofessionnelles, pluridisciplinaires, hospitalières. C'est la fameuse consultation pluripro, et moi je suis extrêmement content et reconnaissant que cette mesure apparaisse dans le PLFSS, parce que je vous garantis que ce n'était pas gagné. De quoi il s'agit? Il s'agit de considérer que lorsque vous avez 1 ou 2 actes médicaux, 1 ou plusieurs actes paramédicaux s'inscrivant ou dans le cadre de l'éducation thérapeutique, ou dans l'accompagnement de l'annonce diagnostique, ou dans le suivi d'un malade chronique tout simplement, eh bien ça ne peut pas être payé 23 €, ça ne relève pas nécessairement de l'HDJ, mais ça doit pouvoir être financé à sa juste mesure, à sa juste valeur. Cette consultation pluripro, il y avait 2 façons d'envisager.
où on réunissait tous les collèges d'enseignants, toutes les sociétés savantes pour déterminer des thésaurus d'actes avec autant de grilles tarifaires qu'il y aurait de prise en charge. Imaginez en diabéto, en insuffisance cardiaque ou en neurologie, on aurait des actes, il faudrait presque chronométrer le temps passé par chaque acteur dans une consultation type pour déterminer un tarif. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête. On passe trop de temps et trop d'énergie à nous chronométrer, à faire du traçage, du codage. Je considère que pour ce type de prise en charge, il faut définir un cadre général, mettre un ou deux tarifs différents, ce sera, j'imagine, aux alentours d'une centaine d'euros, et pouvoir pousser les feux de ce développement des prises en charge pluridisciplinaires à l'hôpital, quitte à ce qu'il y ait évidemment du contrôle en aval. Dans le cas du PLFSS, il est marqué que ce sera dans le cadre d'un décret repris pour un certain nombre de prises en charge, de maladies. Je comprends que la DSS souhaite être prudente sur la mise en place de ce dispositif, mais moi je considère que c'est déjà une avancée qui est extrêmement importante et qui devrait permettre aux acteurs de la prise en charge des maladies chroniques d'enfin être reconnus dans leur mission pleinement en secteur hospitalier. Et j'allais vous dire, si demain, la lumière s'est encore éteinte, excusez-moi, c'est un truc économique, si demain, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, dans le milieu libéral, les organisations permettent de prendre en charge les malades avec ce type de forfait, ce sera tant mieux, ce sera une bonne nouvelle, on aura vraiment évolué vers le virage ambulatoire. Donc ça, pour moi, c'était la mesure sur laquelle j'ai le plus insisté lorsque j'ai remis le rapport, et je suis vraiment ravi qu'elle soit dans le PLFSS. Olivier, je t'interromps 2 secondes, parce que d'abord, merci des travaux que tu conduis. Je pense que cette mesure que tu viens de rappeler est une mesure très positive, attendue par la majorité des acteurs de santé. Mais je voudrais peut-être que tu puisses tout de suite, par rapport à ce que tu viens de dire sur le virage ambulatoire, dialoguer avec la salle, avec l'ensemble des présidents de CME, des doyens, des directeurs généraux qui sont présents. Et puis peut-être, est-ce qu'il ne faut pas être plus ambitieux? Parce que si on veut vraiment favoriser le virage ambulatoire, tout le monde sait qu'au départ, c'est une réduction de recettes forte. Alors, est-ce qu'il ne faut pas accompagner pendant un temps donné ces évolutions pour les favoriser plutôt que de faire en sorte qu'elles soient vécues comme étant une contrainte supplémentaire, non pas pour le patient, parce que le patient adhère à cette activité ambulatoire, et je pense que tout le monde aujourd'hui est favorable sur ce développement d'activité ambulatoire, mais force est de reconnaître que si demain on passe de 40 à 60% en ambulatoire, c'est une perte de recettes sèches pour l'hôpital qui n'est même pas compensée, même si on supprime 2-3 unités d'hospitalisation, qui n'est pas compensée. Là, il y a un vrai problème. Et puis, deuxième question que je voulais poser, est-ce qu'il ne faudrait pas que les hospitaliers soient aussi considérés comme des acteurs médicaux normaux, c'est-à-dire que quand il y a des conventions et des discussions conventionnelles avec l'assurance maladie, on est droit de citer. On entend dire aujourd'hui que ce n'est pas sûr que l'évolution tarifaire des consultations soit reportée sur le monde hospitalier. C'est quand même choquant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des mesures concrètes qu'il faut pousser très rapidement? Écoutez, rendre signataire le secteur hospitalier à la convention médicale, c'est une idée évidemment qu'il faut pouvoir creuser. Après, quand je pose cette question-là en haut lieu, on me répond, attention, il y a aussi des avantages, entre guillemets, à faire des consultations à l'hôpital qu'on n'a pas forcément en ville. Le poids de l'administratif, le salariat des secrétaires, enfin, ce genre de choses. Moi, je crois qu'il faut sortir de ces vieux débats et qu'il faut effectivement pleinement inscrire l'hôpital dans les négociations pour tout ce qui relève des consultations, des actes externes. Je ne peux pas vous dire le contraire. Mon message, c'est de dire l'hôpital est un acteur majeur du virage ambulatoire et l'hôpital réalise de fait son virage ambulatoire à lui. On l'a vu en chirurgie, on le voit aussi en médecine. Tu m'interroges sur l'évolution. Moi, je fais déjà un constat. Si on enlève les séjours avec passage aux urgences, entrée par les urgences, le passage en gériatrie, filière d'urgence gériatrie ou les séjours en réa, 40% des séjours de médecine aujourd'hui se font sans nuitée.
Donc on est déjà dans un virage ambulatoire qui est important. Quand on regarde dans certains pays, on est bien au-delà des 40%. On parle toujours de la chirurgie ambulatoire, mais de fait, la médecine ambulatoire est en train de prendre son essor. Moi, ce que j'imagine demain, c'est que pour une grosse partie de la prise en charge médicale hospitalière, on puisse aller vers une forfaitisation assez simple, avec 4 ou 5 niveaux de forfait, qui irait de la consultation simple jusqu'à l'HDJ pleine entière, avec un certain nombre de forfaits intermédiaires entre les deux. Quand j'ai mis au forceps dans le PLFSS le développement des hôtels hospitaliers, c'était bien aussi pour considérer qu'il fallait réduire tout ce qui était barrière, tout ce qui était inégalité territoriale d'accès au plateau technique hospitalier en tant que plateau ambulatoire. Donc de fait, c'est le sens de l'histoire que de sortir de la tour hospitalière ou des pavillons hospitaliers avec énormément de lits vers des structures qui sont plus dynamiques avec un raccourcissement des séjours. Mais pour autant, je dis attention, la population vieillit, l'âge moyen du patient admis aux urgences des hôpitaux augmente chaque année et il faut faire attention à conserver des capacités d'accueil de malades. Vous savez, on a fermé il s'est fermé des dizaines de milliers de lits à l'hôpital sans bruit. L'hôpital est extrêmement dynamique de ce point de vue-là au cours des dernières années. Moi, mon objectif, c'est pas de se dire qu'il faut avoir le moins de lits possible ni le moins d'hôpitaux possible. L'hôpital, c'est un creuset de formation, c'est le premier employeur des territoires dans lesquels il est installé, c'est parfois, voire souvent, le dernier service encore debout dans des territoires désertés. Il faut faire toujours très attention quand on a un discours sur l'évolution du parc hospitalier. Olivier. Oui. Merci Noël Garabédian. Je voulais te poser une question. Parmi un des freins de l'ambulatoire, et c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution, mais quand même, quand on demande aux collègues, voire même les syndicats, la grande peur, c'est la diminution des lits, donc la diminution des moyens, la diminution potentiellement des équipes. Donc les gens le voient plutôt comme une mesure drastique plutôt que comme une évolution. Il faudrait, alors ça change, mais attention, est-ce qu'il ne faudrait pas dire que grâce aux gains, aux économies qui sont faites par le passage à l'ambulatoire, il faut non plus ne pas trop diminuer les personnels, aussi bien médicaux que soignants, parce qu'un bon ambulatoire, c'est quand même aussi de bonnes suites ensuite, la nuit, mais aussi dans les jours qui suivent, peut-être une augmentation des consultations quand il y a des soucis, donc aussi bien en médecine qu'en chirurgie. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine sécurité à donner et de dire qu'on doit dissocier le problème des personnels par rapport au problème des structures, parce que ça serait déjà bien. Et alors, deuxième point, c'est sur l'éducation thérapeutique, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une des manières de passer à l'ambulatoire et à des alternatives à l'hospitalisation assez rapidement. Et peut-être qu'il faudrait l'encourager un petit peu plus, cette éducation thérapeutique, parce que là, actuellement, avec les moyens contraints, c'est un des premiers postes qui souffre, et on l'a vu récemment, avec des diminutions drastiques de postes diminués, non accordés plutôt. Donc il faut peut-être revoir ça. Et les consultations pluridisciplinaires, j'en suis un des premiers témoins, et c'est très important de ne pas faire venir 4 fois, 5 fois les gens, ou alors faire des fausses hospitalisations de jour. On peut, par des consultations pluridisciplinaires, souvent améliorer les choses. Et il faudrait aussi les valoriser, donc très rapidement, mais concrètement, quoi. Non, mais vous avez raison. Il y a un discours qu'il faut complètement déconstruire. C'est le procès en hospitalo-centrisme. Il faut considérer que l'hôpital, il a pleinement son rôle à jouer, que ce n'est pas antinomique d'un virage ambulatoire, et qu'il faut arrêter de considérer que l'hôpital serait une grosse machine dans laquelle se trouveraient des wagons d'économie potentielle. Moi, je prends mon bâton de pèlerin comme chacun d'entre vous. J'étais à la Cour des comptes il y a quelques semaines de cela, pendant 2 heures en audition, pour dire au commissaire de la Cour des comptes qu'il fallait arrêter chaque année de considérer que le développement de l'ambulatoire allait s'accompagner automatiquement de fermeture de lits et de réduction massive des effectifs. C'est exactement contraire à l'esprit de la consultation pluriprofessionnelle. Je ferai remarquer que l'idée, c'est de permettre à l'hôpital de pouvoir payer, embaucher des paramédicaux qu'aujourd'hui l'hôpital a du mal à embaucher, puisque ce sera générateur de recettes et plus seulement conçu comme des dépenses sèches. Donc moi, j'ai vraiment un discours qui est extrêmement positif sur l'hôpital, et je considère que l'objectif qui consisterait à dire qu'il faut avoir le moins de lits possible et le moins de personnel possible est non seulement une hérésie en termes sanitaires, mais aussi une hérésie en termes économiques et développement et aménagement du territoire. Mais si on raisonne même un petit peu plus loin, et c'est un peu la suite du rapport, je ne peux pas vous livrer ici, je ne peux pas vous les livrer les conclusions définitives parce qu'elles sont en
arbitrage entre nous, et qu'autant dans la première partie du rapport, il y avait au début les pros et les entités d'ESA, et à la fin tout le monde était plus ou moins d'accord sur le constat, même plus que moins, autant sur la question du parcours et de la mise en place des parcours et du rôle de chaque acteur dans ces parcours, là il y a de grosses divergences. Quel est le sujet? Le sujet, c'est d'arrêter de considérer le silo ville d'un côté payé à l'acte, et puis le silo hospitalier de l'autre côté payé à l'activité. Il s'est arrêté de séparer les deux et arrêter de considérer chaque temps de soins comme un temps indépendant l'un de l'autre. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas une réunion qu'on fait les uns les autres où les gens ne se disent pas pourquoi on n'a pas mis en place des parcours de soins pour les malades chroniques. Tout le monde est d'accord sur le principe. Là où ça achoppe, c'est sur la question de qui coordonne, qui porte l'enveloppe. L'hôpital disant « moi j'ai le plateau technique et j'ai les moyens suffisants, je veux être le coordonnateur ». Le médecin généraliste disant « dans la loi, je suis le pivot du malade, donc c'est à moi que doit revenir l'enveloppe ». Excusez-moi, décidément, la lumière s'éteint toute seule. C'est économique, bon, c'est très pénible. On fait des économies à la région, mais parfois c'est un peu pénible, pardon. Et puis vous avez chaque acteur, les spécialistes d'organes en ville qui disent c'est au diabétologue de s'occuper du patient diabétique, l'infirmière qui vous dit c'est moi qui vais chez le malade, c'est à moi de gérer le parcours de soins, et le pharmacien qui vous dit moi ça fait un moment que je cherche un truc à faire dans le parcours, donc confiez-moi les enveloppes et je coordonnerai. Moi je considère qu'il faut arrêter d'échouer sur cet écueil de la coordination. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut déjà regarder comment ça se passe ailleurs. Comment est financé l'hôpital en Europe du Nord? Comment est financé l'hôpital dans plusieurs territoires nord-américains? Eh bien, il est financé par des enveloppes qui permettent de payer non plus le temps de soins, mais plutôt l'épisode de soins. Moi, j'aime bien l'idée qu'un insuffisant cardiaque puisse être pris en charge dans la totalité, dans la globalité de sa maladie, de la prévention jusqu'au dépistage, jusqu'à l'éducation thérapeutique et le suivi, qu'on réduise les temps d'hospitalisation en anticipant les décompensations des maladies chroniques, qu'on fasse du care management, c'est pas un gros mot que d'aller interpeller le patient, que de mettre en place des outils de télésurveillance, pas pour le fliquer, mais pour vérifier les paramètres biologiques et hémodynamiques à distance. On peut s'aider du numérique, il faut qu'on ait des infirmières cliniciennes, et ça l'hôpital a un rôle majeur à jouer dans le développement de ces nouvelles façons de traiter les maladies chroniques. Et moi, je crois vraiment que c'est quelque chose qui nous permettra d'améliorer l'efficience, la performance du système et que ça correspond aux appétences aussi des usagers. Mais pour ça, comment est-ce qu'il faut fonctionner? Vous avez deux écoles. Vous avez une école actuelle qui consiste à dire on fait des projets expérimentaux nationaux, par exemple le projet sur l'insuffisance rénale chronique terminale ou sur la radiothérapie. On l'a voté il y a 4 ans, j'étais au Parlement. Vous savez combien on inclut de malades au bout de 4 ans? Aucun. Ça n'a pas démarré. Au bout de 4 ans, on n'est pas capable de démarrer une expérimentation sur un parcours de soins sur l'insuffisance rénale chronique. Si on continue comme ça, dans 20 ans, on se pose la question du parcours de soins. Donc moi, je crois que c'est plus la méthode aujourd'hui à adopter et qu'il faut davantage faire participer les acteurs de bonne volonté dans les territoires. Ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur des initiatives des professionnels, hospitaliers, libéraux, qui se retrouvent autour de projets et à qui on sera capable de confier via un organisme. Alors, est-ce que ce sera un organisme public, privé, mixte, assurantiel, non assurantiel? J'ai envie de vous dire, du moment que ça marche et qu'on peut l'expérimenter, il faut y aller. Mais ça veut dire aussi qu'il faut donner des enveloppes financières dans les territoires. Si tout vient du national, on n'y arrivera pas. Et ce n'est pas sur le FIR, les 10% de FIR mobilisables dans une ARS qu'on arrivera à financer de tels parcours de soins. Donc voilà, ça fait un peu... Oui. Je t'interromps, merci. Je pense qu'on est bien d'accord pour qu'il y ait une enveloppe territoriale par rapport à la gestion du parcours de soins. J'ai remarqué aussi que tu disais que l'hôpital avait une place prépondérante, donc c'est des espoirs pour nous, mais qu'on n'était pas unique, bien évidemment, dans l'organisation de ce système. Par rapport à tout ce que tu as dit, je voudrais donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Olivier Véran? Est-ce que certains veulent des précisions ou lui demander des éléments complémentaires? Sachant que comme je ne vous vois pas, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lâcher. Nous te voyons. Oui, il y a une question. Donc, Véronique Anatole Touzé, directrice générale de Rennes, du CHU de Rennes. Bonjour. Oui, bonjour Olivier. Oui. Merci beaucoup de ce panorama très intéressant sur l'accompagnement du virage ambulatoire et puis effectivement sur les mesures et les avancées qui ont été prises dans le cadre du PLFFS. Il y a un sujet sur lequel par contre il y a une forte déception des hospitaliers qui est celui de l'accompagnement de la télémédecine qui a été porté par la Fédération hospitalière de France. Demain on a un atelier sur le numérique et sur la e-santé et aujourd'hui le PLFFS est très en retrait
par rapport à nos espérances pour pouvoir accompagner ce virage du numérique, de l'e-santé, de la télémédecine dans les territoires, puisque nous n'avons pas, au-delà des expérimentations aujourd'hui, de modèle économique d'accompagnement de la télémédecine. Et je crois que pour le virage ambulatoire, c'est vraiment un atout majeur et fondamental pour l'avenir. Vous avez raison, je partage. Alors, il y a deux façons, il y a deux projets télémédecine. Il y a le projet de la CNAM. Moi, quand on m'a présenté le projet de la CNAM, j'avoue que voilà. Le problème, c'est que la télémédecine, on considère encore dans notre pays que c'est une innovation, alors que ça fait 15 ans que ça ne l'est plus. La seule chose qui manque, c'est pas de l'expérimenter, c'est de le déployer et massivement. Et vous savez, quand vous avez des finances publiques qui sont extrêmement contraintes, que vous êtes financeur public, toute innovation est une potentielle boîte de Pandore et dont vous ne maîtrisez absolument pas l'étendue et l'impact. Moi, je considère qu'il faut passer au-delà de ce débat. C'est exactement ce qu'on m'a fait comme remarque quand j'ai parlé de la consultation pluridisciplinaire. Parfois, les réflexes étaient de me dire « mais vous allez multiplier les prises en charge pluridisciplinaires des patients, vous allez faire énormément d'éducation thérapeutique et de prévention. » Enfin, je dis « ben oui, c'est une bonne nouvelle. Ah oui, mais ça va coûter cher. » Voilà. La télémédecine, c'est un peu le même débat. Il faut pouvoir le déployer, on gagnera en efficience et en amélioration des soins des malades, on réduira les fractures territoriales et les inégalités de santé, il faut le faire. Je vous disais, vous aviez le projet expérimental télémédecine de la CNAM qui concernait 5 régions en France sur 3 ans, à raison de 100 patients par région, sur 2 pathologies différentes, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque, limité à 4 consultations par an, 48 € je crois par consulte. En gros, je vous la fais courte, ça fait 90 000 € par an maximum investis par la CNAM dans le cadre de l'expérimentation. Moi, ça me fait à peine sourire. Et vous avez le projet qui a été porté par la FHF, que j'ai soutenu, et qui a été pour partie quand même repris dans le cadre du PLFSS par la DGOS. Moi, je considère quand même que ce qui est présent aujourd'hui dans le PLFSS est une avancée. Maintenant, il est évident que numériser, équiper la totalité des établissements en télémédecine aura un coût. Est-ce qu'il faut s'appuyer d'ailleurs sur le PIA 3 pour trouver des marges de financement pour cette numérisation de l'hôpital? Peut-être. En tout cas, moi je considère qu'il faut vraiment aller de l'avant, qu'on prend du retard, que ça nous coûte cher et qu'on n'est absolument pas crédible par rapport aux pays voisins à parler encore de télémédecine comme d'une innovation alors que c'est de la pratique courante. Je vais vous dire autre chose, j'étais de garde vendredi en Euro au CHU de Grenoble, on fait de la téléthrombolyse avec l'hôpital de Voiron qui est à 20 minutes de là. Je considère que quand on fait de la téléthrombolyse et que ça marche plutôt pas mal, on doit être capable de faire énormément de choses par téléconsultation, téléexpertise. Merci. Alors, une ou deux questions rapides avec Olivier, des réponses rapides. D'accord. Oui, Monsieur Véran, c'est Alain Marie-Maigre. Je voulais juste revenir sur un des points que j'ai abordé tout à l'heure, puisqu'on a dit ce matin qu'on était fiers d'être CHU, et ce qui avait fait les CHU par le passé, c'était l'innovation technologique et la possibilité d'évoluer. Moi, je suis très favorable à une enveloppe dédiée au sein de l'ONDAM. Vous en pensez quoi là-dessus? Parce que vous avez beaucoup répondu sur le parcours de soins, je suis tout à fait d'accord, mais je pense quand même que cette enveloppe innovation est absolument nécessaire si on veut maintenir dans le futur la place qui est la nôtre. Alors, je ne sais pas si vous entendez... moi, je voudrais compléter en disant que c'est la même... Daniel Portal, directrice générale du CHU d'Amiens, je voudrais compléter en disant que c'est un peu la même problématique par rapport aux mairies. On a bien vu que la part mairie qui fait finalement la marque des CHU, elle diminue depuis 2009 et que aujourd'hui il y a de plus en plus d'établissements qui bénéficient de la part mairie et que globalement en euros elle a même diminué, ce qui fait nos missions est de moins en moins bien financé. Est-ce que dans la deuxième partie du rapport il y aura des choses concernant ce financement de la recherche hospitalière ou est-ce qu'on va rester finalement une variable d'ajustement de l'ONDAM? Non, vous posez. Et le troisième partie qui sont ce qu'a dit Alain Vergne-Nègre tout à l'heure, c'est aussi au niveau de tout ce qui est immobilier, innovation immobilière ou de gros équipements qui sont actuellement supportés par la T2A et qui deviennent très difficiles aussi. C'est évidemment... CHU Toulouse. D'accord, c'est évidemment une question majeure qu'on se pose et c'est pour ça qu'on traite dans la deuxième partie le financement de l'investissement, de l'innovation, de la recherche. Vous avez raison de dire que moi ce que je ne comprends pas, si vous voulez, d'un point de vue politique, c'est il y a un affichage fort qui est de dire on réduit la part des tarifs et de la T2A et on augmente la part des forfaits pour essayer de stabiliser le système. Moi je constate qu'effectivement dans un contexte de contraintes économiques extrêmement
important que chacun connaît. On réduit à la fois les tarifs, on réduit à la fois les enveloppes. C'est pareil sur les MIGAC. Quand on vous donne 150 000 € pour créer un département, une prise en charge particulière dans le cas d'une maladie, et que l'année d'après, l'ARS vous demande d'en rendre 15%, vous ne pouvez pas virer 15% des gens que vous avez embauchés. Quand vous avez entamé et engagé la structuration de vos organismes de recherche ou d'enseignement et que les mairies diminuent, évidemment, ça crée de l'instabilité. Moi, je vais vous répondre, je n'ai pas la main sur le niveau de l'enveloppe. Même lorsque j'étais rapporteur du budget de la Sécu, je n'avais pas, encore cette lumière, la main sur le niveau de l'enveloppe. En revanche, la question c'est comment est-ce qu'on répartit cette enveloppe. J'ai dénoncé dans la première partie du rapport, s'agissant de la T2A, le fait que les règles du jeu n'étaient plus respectées, puisque vous faites 4% d'activité en plus et que vous n'avez que 1% au mieux de valorisation en plus. Et que c'est le fait que ces règles ne soient pas respectées qui est créateur de tension. Maintenant, est-ce qu'il faut aller sanctuariser, j'ai entendu le mot dans l'intervention avant la mienne tout à l'heure, est-ce qu'il faut aller sanctuariser des enveloppes pour payer l'innovation par exemple, ou pour payer la recherche? Est-ce qu'il faut indexer les mairies sur le niveau de l'ONDAM? C'est quelque chose qui fait débat au sein du comité. Mais vous avez raison de dire qu'il faut pouvoir avoir la visibilité. Je pense qu'un ONDAM pluriannuel sur au moins un triennal ou un quadriennal serait déjà une façon élégante de poser le débat, puisque ça obligerait les pouvoirs publics à anticiper à 3 ou 4 ans quelles seraient les évolutions à apporter. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment la détresse, et notamment la détresse des CHU, d'autant que les mairies ont vocation désormais à être aussi réparties entre d'autres établissements non universitaires, voire privés, lorsqu'ils participent de la recherche. Donc c'est un vrai sujet sur lequel on travaille. Je ne peux pas vous donner aujourd'hui les pistes précises qui seront retenues et arbitrées par le comité, mais je peux vous garantir que c'est un sujet qui nous anime beaucoup. Bien, merci Olivier. Merci de ton action. On compte bien évidemment sur ton expérience hospitalière pour faire amender, prévoir des amendements qui favorisent notamment ces missions d'enseignement, de recherche et d'innovation. Je crois que tu as reçu des membres de la conférence des directeurs généraux et que tu as des doyens et des présidents de CME très récemment. Nous avons fait des propositions et nous comptons sur toi pour essayer de les défendre. Ce n'est pas une chose facile. Merci de ta passion pour l'hôpital et merci d'avoir pris du temps pour être avec nous. Bonne fin de journée. Bravo à toi. Au revoir. Il nous reste à évoquer un sujet complémentaire dans le cadre de cette séance. Et j'appelle donc Isabelle Richard pour nous parler des innovations dans les formations médicales et paramédicales. Et je pense que nous allons tous être convaincus, si nous l'étions déjà, par la nécessité de développer les outils de simulation, pas la simulation, mais les outils de simulation dans nos établissements. Isabelle, merci.